7h24, voici les titres de cette édition. Visite du chef de l'État dans le Nord. Face, première étape de la tournée. Nous irons ensuite à la découverte d'une ferme, pas tout à fait comme les autres, à Diama. Et puis sur l'international législative en Tunisie, le parti Ennahda en tête du scrutin. René, c'est à toi. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. D'abord, cette tournée du chef de l'État dans le Nord du pays. Première étape de ce péril, Face, dans cette localité. Macky Sall a visité l'agropole. C'est un centre qui aura coûté 7 milliards de francs CFA et dont le volet élevage n'est toujours pas fonctionnel. Compte rendu à Aboubakry Kane. C'est sous un soleil de plomb que le président de la République est arrivé au centre agropole de Face, où il a eu droit aux honneurs dus à son rang. Implanté sur une superficie de 40 hectares, l'agropole de Face a coûté environ 7 milliards de francs CFA. Un financement du royaume espagnol qui a permis de mettre en place deux composantes, l'horticulture et l'élevage. Finalisé depuis 2005, l'agropole fait face à un problème de gestion. En 2006-2007, on a eu le commissariat à la sécurité alimentaire qui a eu à gérer l'agropole. Ensuite, ils ont passé le témoin au PDMAS, le programme de développement des marchés agricoles du Sénégal, qui a eu à gérer ça pendant 1 an. Ensuite, ils ont passé le témoin à un certain M. Bassirou Mbaki. Donc, après cela, c'est revenu. La gestion actuellement est au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Le volet élevage, là, on s'est entendu avec le ministère de l'élevage. Sous réserve que vous confirmiez, normalement, on devrait transférer cette partie de l'infrastructure au ministère de l'élevage. Maintenant, en ce qui concerne la partie production végétale, on a déjà confectionné un cahier d'appel d'offres pour trouver un concessionnaire qui va gérer cette partie, à l'instar de ce qu'on est en train de faire avec la gare de fret qui sera à l'aéroport de Léopold-Sédar-Senghor. De la salle de triage et de calibrage aux chambres froides, le président de la République a eu droit à des explications détaillées sur les différents compartiments de l'espace destiné aux produits horticoles. Le centre dispose de 9 chambres froides d'une capacité de 30 tonnes chacune. Elles servent notamment à la conservation des semences. Quant à la composante élevage, elle fait état d'une capacité d'abattage de 80 bovins et de 300 petits ruminants par jour et une conservation d'au moins 6 mois. Les différentes techniques d'abattage ont été expliquées au chef de l'État. Dans la réglementation, tous les animaux qui sont abattus au niveau des abattoirs, la viande n'est pas livrée le jour même. C'est conservé jusqu'au lendemain. C'est dit dans la réglementation. Il faut qu'on le conserve au moins 24 heures avant de le consommer. La maturation. Le président de la République a montré à travers différentes questions tout l'intérêt qu'il porte au secteur et à la chaîne qui conduit à l'abattage des animaux. Comment ils sont abattus? Voilà, on va remonter ça. Les habitants de la localité et ses environs ont aussi tenu à exprimer au président Macky Sall leur gratitude à travers une forte mobilisation. Autre lieu que va visiter le président de la République, une ferme pas tout à fait comme les autres à Diama. C'est un modèle de système intégré agriculture-élevage, vous allez le voir. Elle emploie 300 personnes aujourd'hui et l'activité se porte bien. Même scène au centre d'impulsion et de modernisation de l'élevage de Mahana, Seydina Lindigo. Sur ces terres de Diama, la technologie de pointe est au service de l'agriculture. Mais l'originalité ne réside pas dans ce type d'irrigation à pivot, encore moins dans cet accoutrement de cow-boy, il est vrai, digne d'un western. La particularité de tout cela, c'est que cette ferme que va visiter le président de la République est un modèle de système intégré agriculture et élevage. Le résultat d'un partenariat entre deux privés conscients que ces secteurs ne font après tout qu'un. L'aliment de bétail provient de matières agricoles non commercialisées, de surplus de production ou encore de détritus. Le tout permet l'embauche et d'entretenir génisses et géniteurs. Cette entreprise de droit sénégalais emploie au total 300 personnes et l'activité se porte plutôt bien. On n'a d'ailleurs pas peur que ça fasse des émules.
nous assistons déjà à une grande partie de l'élevage au Sénégal aujourd'hui, apporte un grand nombre de la génétique venant du Brésil aujourd'hui. Et c'est nous qui avons amené ça au Sénégal ça fait autour de 18 ans que nous avons commencé à améliorer ça au Sénégal. Le transfert de compétences est-il nécessaire? C'est la question qu'on se pose à 5 km de là, à vol d'oiseau. Bienvenue au centre d'impulsion de modernisation de l'élevage de Mahana. Ces centres ont été créés sur la base d'un constat. Donc, on s'est rendu compte que le Sénégal importait beaucoup de lait et de produits laitiers. Et les responsables étatiques ont pris la décision d'inverser la tendance, faire en sorte qu'on produise plus pour réduire les importations. Donc c'est dans ce cadre que des outils comme ce centre ont été mis en place et celui-là a pour principale vocation d'augmenter la production laitière. Donc sachant que nos races locales font difficilement 2 litres de lait par jour, nous avons opté pour le croisement entre la race locale et les races laitières exotiques telles que les Montbéliard et les Holstein. Donc les mâles également vont développer une aptitude bouchère très intéressante. L'illustration est une comparaison entre le bœuf en noir issu d'un métissage Holstein-Goba, race européenne et sénégalaise pour faire simple, et l'autre 100% du pays. Le second est plus âgé de 2 mois, mais pèse 346 kg, 266 de moins que le premier. Ce type d'argument est souvent déclencheur chez les éleveurs d'une nécessité d'aller vers la modernisation. Avec comme condition la stabulation, l'État les accompagne grâce à ce type de centre au nombre de 3 sur l'ensemble du territoire. Plus loin, la production laitière ne peut que se porter mieux grâce à l'insémination artificielle qui pourrait aboutir à terme sur des mises bas de tête pouvant produire, pourquoi pas, autant que ces Montbéliard, 18 litres par jour. Compte tenu de tout ce potentiel visible, autant dire que les attentes ne sont pas latentes. Avec tous ces moyens mis en œuvre, l'État sénégalais entend faire de l'élevage une activité d'envergure. Sédina Lundigo, on s'intéresse à présent à la pêche, un secteur qui marche fort à Saint-Louis. Hier après-midi, le chef de l'État a rencontré les acteurs. Une de nos équipes a rencontré certains pêcheurs. Ils évoquent des difficultés qu'ils rencontrent, difficultés qui ont pour nom raréfaction des ressources, dégâts causés par l'embouchure du fleuve, manque d'équipements de conservation, entre autres. Le plus grand centre de pêche de Saint-Louis. Ici, l'activité permet à de nombreuses familles de gagner leur vie, mais la raréfaction des ressources pousse les pêcheurs à aller au-delà des eaux sénégalaises, notamment en Mauritanie pour pêcher, et des incidents sont souvent notés. On est obligé d'aller dans les eaux mauritaniennes parce qu'il n'y a plus de poissons par ici. Parfois on achète des licences et après on se rend compte que c'est illégal. Et beaucoup d'entre nous ont des matériels saisis en Mauritanie. Je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait régler cette situation. Des licences de pêche avaient été octroyées à quelques centaines de pêcheurs il y a peu. Mais d'autres camarades en redemandent encore. L'autre souci majeur des pêcheurs de Saint-Louis est lié aux dégâts causés par l'embouchure du fleuve. L'embouchure a déjà fait plusieurs morts. Vous voyez une famille entière qui va en mer et qu'on ne revoit plus. Vraiment, il faut qu'on nous aide. Des projets pour régler le problème. On en parle depuis 2009, mais nous n'avons encore rien vu. S'y ajoute le manque d'équipements de conservation. Autant de questions posées sur la table à l'occasion de cette visite du chef de l'État. Ce chapitre, on parle de la production risicole à Saint-Louis. Et sur ce plan, une localité attire toutes les convoitises. Boundoum, le KG de Boundoum, c'est l'un des plus vieux périmètres de la région. C'est une superficie de 3200 hectares. Il est incontournable dans les objectifs de production du PRACAS. Pabonadja. En 1965, la cuvette de Boundoum est de par ses dimensions et sa productivité l'un des fleurons de la riziculture dans la vallée du fleuve. Elle polarise 7 villages pour une population totale de 30 000 âmes. Ici, la moyenne des rendements tourne autour de 7 tonnes à l'hectare. Le casier s'étend sur 3200 hectares entièrement exploitables.
Ce qui le caractérise le plus, ce qui donne, parce que la cuvette était là depuis. Elle est encore là. Mais pourquoi nous le choisissons? Mais c'est pour la première fois qu'on a une véritable double culture. 3200 hectares cultivés en contre-saison, plus de 3000 en hivernage, ça veut dire un coefficient d'intensité culturelle de 1,8 contre 1,8 qui est l'objectif du PNAR. En 2017, on se fixe comme objectif d'avoir une intensité culturelle de 1,8, 1,5. Aujourd'hui, la cuvette de Bundum a 1,8. L'État du Sénégal a pris des dispositions nécessaires par rapport au PRACAS. Et donc, on va augmenter les superficies exploitables au niveau de cette cuvette qui vont passer de 3200 à 3500 hectares. Donc, vous voyez les nouvelles créations que le président de la République aura l'occasion de voir demain. Il faut dire également que la zone donc, de Bundum constitue également un véritable pôle de compétitivité. Vous avez ici des producteurs, vous avez des producteurs de semences, vous avez des transformateurs, donc les riziers, vous avez des commerçants, vous avez véritablement une kyrielle d'acteurs qui contribuent au développement de cette zone. Dans les parcelles, le riz est en pleine phase d'épiaison. Les récoltes sont prévues dans un mois. Des rendements records de 11 tonnes à l'hectare ont été obtenus dans le casier en contre-saison 2014. Des résultats qui dépassent la moyenne mondiale. Les producteurs assurent que les objectifs du PRACAS sont à portée de main. On entend sur le programme de l'État qu'il y aura du matériel agro. Ça sera bienvenu. Et si on a ce matériel, les contraintes, on va atteindre l'objectif visé en 2017. Bundum est un véritable pôle rusicole exploité par les petits producteurs, les semenciers et les riziers. De l'arrivée du président, ils attendent d'importantes mesures. Vraiment, on invite le président de la République à vraiment trouver des solutions pour l'importation massive du riz brisé, principalement le riz qui nous vient de l'Inde. Bon, il sera très difficile peut-être de dire arrêter les importations, parce que le riz est une denrée stratégique pour le Sénégal, mais quand même, on pourrait trouver des mécanismes, des quotas d'importation qui feront qu'on donnerait un coup à la production locale. Le casier de Bundum est fort représentatif de la grande capacité de production de la vallée du fleuve. À n'en pas douter, c'est d'ici que partira l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette tournée du chef de l'État dans le nord du pays. L'actualité à l'étranger avec d'abord les législatives en Tunisie. Les résultats des premiers dépouillements semblent confirmer la bipolarisation annoncée avec un scrutin dominé par Ennahda et Dina Tounes. Le parti amené par l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi, 88 ans, un vétéran du bourguibisme. Les urnes sont désormais scellées. 3 ans après la Révolution, les premières élections législatives se sont déroulées dans le calme. Et avec 60% de participation, les Tunisiens n'ont pas boudé les urnes, même s'ils étaient 1 million de plus à s'être déplacés lors de l'élection de l'Assemblée constituante en 2011. Normalement, c'est un taux satisfaisant parce que ça respecte les normes internationales. Donc je crois que c'est 60%, c'est très important comme taux de participation pour une démocratie qui est en train de se construire. La scène politique tunisienne semble en tout cas se bipolariser, avec les islamistes d'Ennahda d'un côté, grand vainqueur des élections de 2011, mais poussé depuis à quitter le pouvoir. Et Nida Tounes de l'autre, un parti où se retrouvent révolutionnaires et anciens caciques du dans une alliance prenante. Le chef de file de cette formation se veut très optimiste sur l'issue du scrutin. Nous avons des indicateurs positifs pour dire que Nida Tounes pourrait être en tête des élections. On ne peut pas parler de résultats définitifs tant qu'ils ne sont pas annoncés. Mais il y a des indicateurs positifs. Ennahda appelle les autres partis à la patience tant que les chiffres sont provisoires. Un décompte préliminaire pourrait être dévoilé dès ce lundi, mais les autorités ont jusqu'à jeudi pour annoncer les résultats définitifs.
Et en plus bref, au Brésil, on votait hier pour le second tour de l'élection présidentielle. Des résultats officiels qui portent sur 98% des suffrages donnent la présidente gagnante une victoire à l'arraché, puisque Dilma Rousseff obtient 51,64% des voix contre 48,36% pour son adversaire, le sénateur Aécio Neves. Quelques 142,8 millions d'électeurs se sont déplacés. Voilà, ainsi va l'actualité de ce lundi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention. Très bonne journée à tous. Merci René, on te retrouve demain. Restez avec nous, cette émission n'est pas encore terminée.